Nous avons le plaisir, vous l'avez vu, d'accueillir Julie Deliquet et Frédéric Weisman avec nous, que je vais présenter très rapidement, puisque bien sûr, est-il besoin de les présenter. Julie Deliquet, vous êtes depuis 2020 directrice du TGP, du Théâtre Gérard Philipe, Centre Dramatique National à Saint-Denis. Vous êtes à votre manière une artiste de la métamorphose, de cette alchimie qu'évoquait Wes Williams hier, puisque depuis une demi-douzaine d'années maintenant, vous travaillez en partie surtout à adapter, ou plutôt à vous approprier, pour les régénérer et pour les conjuguer au présent, des textes dramatiques et des scénarios filmiques. En 2016, vous faites votre entrée à la Comédie Française avec un Vania d'après Tchekhov, avant de créer l'année suivante Mélancolie, à partir de Trois Sœurs et d'Ivanov. En 2019, vous faites entrer au répertoire de la Comédie Française Bergman, dont vous adaptez le roman-film Fanny et Alexandre, avant Un conte de Noël, scénario d'Arnaud Desplechin, puis en 2022, la série inachevée de Fassbinder, 8 heures ne font pas un jour. Vous vous emparez donc de films qui ne cessent de frôler, de flirter avec le théâtre, pour les transformer sur l'ici et maintenant de la scène en immédiat, produisant un théâtre qui, me semble-t-il, ne cesse de se souvenir du cinéma, ce cinéma que vous pratiquez également, puisque vous êtes réalisatrice, entre autres, d'un court-métrage récent, Violetta. Votre théâtre est aussi un théâtre du collectif, le collectif In Vitro, tout d'abord, que vous avez fondé en 2009, et avec lequel vous pratiquez une création donc collective depuis le plateau, depuis le groupe. Théâtre du collectif aussi parce que votre travail s'attache toujours à faire entendre les partitions individuelles tout en aiguisant une dynamique d'ensemble où l'énergie circule à haute tension, souvent, pour transformer la scène en un espace communautaire, une mini-société qui brouille les limites du passé et du présent, pour faire penser, nous faire réfléchir à ce sentiment d'appartenance, notre sentiment d'appartenance, ce qui le fonde intimement, politiquement, aussi bien que ce qui le fait trembler. Alors, rencontre avec Frédéric Weisman. Est-ce qu'on présente Frédéric Weisman, l'homme aux 44 documentaires? Une œuvre immense, évidemment, aussi singulière que foisonnante. Une œuvre bouleversante, au sens où voir un Weisman, ça bouleverse notre manière de voir, notre manière d'écouter, notre manière de visibiliser les points aveugles des communautés institutionnelles et sociales. Votre cinéma, Fred, c'est un cinéma qui est à la fois un regard observateur qui respecte infiniment le sujet qu'il entreprend d'ausculter. C'est aussi un geste fort, qui est un geste de montage qui restitue et qui ressaisit l'éminente complexité, peut-être, le feuilleté des sens simultanés, la complexité de l'expérience humaine aussi bien que celle de la texture du social. Alors, à vous deux, en quelque sorte, à Avignon cette année, vous nous donnez à voir et à entendre la voix des sans-voix, le corps des démunis, les récits des invisibilisés, dans un théâtre social qui nous confronte à ce qu'évoquait en introduction de ce matin Pascaline Dupas, nos surdités et nos cécités. Celles et ceux qui ont eu la chance de voir Welfare se souviennent sans doute de la manière admirablement
étalée et puissante de l'attente, au fond, la façon dont les acteurs attendent au plateau, ce qui est un équivalent visuel peut-être à la façon dont le documentaire de Fred Weisman commençait, c'est-à-dire ces visages. Là, vous faites le choix, Julie, de ne pas faire voir les visages directement, mais de faire comprendre au fond de quoi il s'agit par justement l'espace. Et on se dit, bon, c'est la première question, le contexte de cette mise en théâtre. Vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui dit, alors on attend quoi? On attend Godot. On se dit, bon, ok, ça c'est évidemment la dramaturge qu'il a choisi, qu'il a introduit. Eh bien non, c'est déjà dans le film. Alors comment ça s'est passé, cette mise en commun, qui est ce geste de Fred Weisman, qui vous a choisi d'une certaine manière, et qui a choisi d'accepter ces métamorphoses? Oui, ça a commencé, Fred, par une rencontre. Par le téléphone, et puis après en vrai. En fait, c'est drôle parce que ça fait quelques années que moi j'ai aussi fait des études de cinéma, mais je suis vraiment pas une cinéaste. Mais j'ai toujours eu cet amour des deux arts en pratiquant du théâtre très jeune et en ayant eu un lycée qui proposait une section cinéma. Donc l'aller-retour entre les deux arts a toujours été très constitutif de ma façon de voir le monde dans mon travail d'artiste. Et Fred va beaucoup au théâtre. Enfin, c'est un grand spectateur de théâtre, mais vraiment, il va beaucoup voir tout ce qui se fait. Et il avait vu mon travail. Et du coup, ce qui est très incongru dans notre rencontre, c'est que c'est Fred qui m'a appelé et du coup on s'est d'abord rencontrés. Je vous ai vu travailler puisqu'il a eu l'amitié de m'inviter sur l'un de ses derniers montages, et puis voilà, il m'a parlé de ce désir aussi d'adapter, en tout cas de voir peut-être une de ses œuvres, et une en particulier qui était Welfare sur les planches, et il m'a dit qu'il avait le pressentiment que ça pouvait être moi. Donc j'ai d'abord découvert son œuvre que je ne connaissais pas, Welfare. Je connaissais son cinéma, mais pas Welfare en particulier. Donc dans un premier temps, évidemment, j'ai pas du tout pensé à moi. J'ai été très admirative de son travail à lui, de montage, d'écriture de forme, et puis aussi complètement bouleversée par la parole de ces hommes et de ces femmes à laquelle j'assistais. Et derrière, en fait, on était en 2020. On s'est rencontrés en fin janvier 2020. Et j'ai été nommée au Centre dramatique de Saint-Denis, et il y a eu la pandémie. C'est très étrange comment cette rencontre finalement a aussi rencontré moi une problématique sociale qui est rentrée de façon planétaire au centre de nos vies à toutes et tous en tant que citoyens et citoyennes, mais aussi dans la reprise de nos activités d'artistes, et moi dans cette nouvelle mission de directrice, la question sociale en Seine-Saint-Denis, qui est une question qui est un poumon vraiment d'activité, de réflexion, de souffrance, de résistance, d'action. Je l'ai pas moi-même pratiquée, je l'ai vraiment observée, et j'ai trouvé aussi un sens à nos missions d'artistes en reprenant le lien avec toutes les structures sociales et éducatives qui avaient besoin de nous pour travailler. Nous, on faisait du théâtre, mais disons que la question, c'est drôle, de Welfare, que j'ai regardé à travers 50 ans qui me séparaient du film, un océan Atlantique, un autre support qui était le documentaire, même si, comme vous venez de le dire, je venais de réaliser Violetta, qui est un film documentaire sur les services d'oncologie de l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, qui est un des plus grands centres de cancérologie d'Europe. Donc la question du soin et la question et des travailleurs et des soignants et des soignés, finalement, était aussi, c'est drôle, hein, c'était vraiment des circonstances du présent qui nous ont unis. Et disons que Welfare, au fur et à mesure des semaines et des mois qui se sont écoulés dans l'année 2020, elle n'est pas devenue ma réalité du tout, oui. Mais elle est devenue une question qui finalement, par la transformation, parce que je serais incapable de faire un spectacle sur la Seine-Saint-Denis aujourd'hui, ou alors peut-être avec une caméra, et encore, c'est pas mon travail, mais on va dire que cette problématique-là, elle était devenue extrêmement présente, essentielle, dans l'observation aussi que j'avais, l'admiration que je portais aussi par rapport aux hommes et aux femmes qui portaient ces questions-là sur un département qui était le département le plus impacté de France métropolitaine par la pandémie. Et du coup, Welfare est devenu mien tout doucement, par déjà le fait que Fred me l'offre, et que finalement cette question-là, j'avais aussi envie, moi, de l'incarner
à travers une autre époque, une autre nation et d'autres voix, mais qui finalement, sous couvert de cet invisible, pouvaient aussi parler de problèmes actuels. Mais sans l'actualiser, puisque effectivement, on est en 1973. Et donc, je vous repose la question, Fred Weisman. Pour vous, à ce moment-là, en 2020, quelle est la nécessité, à la fois individuelle et collective, sans doute, du temps à passer, de faire voir différemment ce classique, en fait, du film documentaire, qui avait d'ailleurs été adapté à l'opéra. Mais là, vous décidez de le donner à Julie et de le donner à voir à nouveau. Pourquoi ? C'est parce que ça m'amuse que quelqu'un peut faire une pièce d'un de mes films. Il n'y a pas plus que ça. Et j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Julie. Et j'ai vu beaucoup de ses pièces. Et j'ai pensé c'est elle qui peut faire une pièce de welfare. Parce que moi, je suis cinéaste. J'ai travaillé un peu dans le théâtre, pas beaucoup. Et j'ai pensé que c'est bien de donner le projet à quelqu'un qui a l'expérience et qui peut faire quelque chose de bon avec le film. Et c'est le projet de Julie. Je lui ai dit qu'elle peut traiter le film comme des rushs. Oui. Elle peut faire tout ce qu'elle veut faire. Ça fait très longtemps, de toute façon, que vous parliez de la théâtralité de ce film, en y reconnaissant d'ailleurs... pour compléter la question qu'a posée en début de matinée Pascaline Dupas, en y reconnaissant vous-même une forme comique, qui est un comique très paradoxal, très dérangeant, mais c'est vous qui le dites, c'est pas sur scène que ça se rajoute. Non, en 92, avec quelques amis, j'ai fait un opéra de welfare qui a joué à New York et à Philadelphie, mais pas à la Metropolitan Opera. Depuis le premier moment que je suis entré au 7 centre de sécurité sociale à New York, j'ai pensé que tout ce qui se passe là-bas est dramatique et comique et triste. Et ça peut être un film ou une pièce. Alors peut-être pour rebondir sur ce glissement du cinéma au théâtre, Julie, il me semble qu'une des transformations peut-être les plus radicales que vous faites subir au documentaire de Fred, c'est la spatialisation. Et ce passage de cet espace compartimenté, quasi claustrophobique, obsessionnel de welfare, au terrain de basket, cette ouverture du plateau de la cour d'honneur, qui nous signale à la fois qu'on passe bien du documentaire sur un réel social capté tel quel à de la représentation théâtrale, mais qui nous raconte aussi quelque chose de cette dynamique de la parole qui circule dans ce centre d'aide sociale, qui au fond transforme un petit peu en partie la théâtralité de la pièce en une sorte de joute oratoire, où la survie est un sport de combat, en même temps que cet espace est un espace commun, avec Valérie Johnson qui dit à un moment, cette figure de « je ne veux pas sortir, je ne veux pas ressortir à l'extérieur ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce terrain de basket est devenu, au fond, l'équivalent scénique de cette structure compartimentée du documentaire de Fred ? Quand j'emprunte en tout cas une œuvre de cinéma qui possède du coup des images qui restent, je ne cherche pas du tout à imiter l'œuvre originelle que je respecte trop pour ça. Et puis je ne trouverais pas du tout ma légitimité à imiter, encore une fois, un visuel, tout comme quand on monte une pièce de théâtre qui a été montée déjà 50 fois avant, on remonte les mots, mais on n'imite pas la mise en scène du précédent créateur. Donc je fonctionne comme ça avec un film, c'est-à-dire que j'emprunte les dialogues. Là, en plus, la spécificité des dialogues, c'est que c'était la parole qui jaillit de ces hommes et de ces femmes, et que cette parole-là a été montée
par le récit qu'a écrit Fred. Parce qu'il s'agit quand même de récits, du coup de transformation, donc déjà une première étape de fiction. Fred m'a proposé d'ailleurs, est-ce que vous voulez voir mes rushs originels avant montage? Et j'ai dit, mais non, pas du tout, parce que moi je monte votre œuvre à vous. Je ne monte pas la réalité que vous avez vécue et l'observation que vous avez vécue il y a 50 ans que je ne pourrai jamais vivre. J'en ai une autre, plus sourde, plus invisible, qui est l'observation de mon propre monde d'aujourd'hui, qui me nourrit. Mais en revanche, c'était vraiment son œuvre à lui, que j'allais moi-même remettre en rush. Donc la question du lieu, qui est quand même une question... D'habitude, quand j'adapte une œuvre de cinéma, la vraie difficulté, c'est qu'il y a 50 lieux différents et que j'essaye de trouver un lieu unique. Là, le lieu unique, il existait déjà. Donc, c'était comme s'il fallait que je garde le lieu tout en lui donnant un nouveau visage. Et c'est vrai que l'espace bureaucratique extrêmement cloisonné faisait que c'est un quotidien qu'à imiter, c'était quasiment impossible. En tout cas, ça allait être une imitation de la réalité quotidienne qui s'accumule tous les jours, qui aurait été impossible, que je trouvais presque un peu grossière pour nous à faire. Donc je me suis dit, il faut trouver presque un lieu exceptionnel d'abri, tout comme la Cour d'honneur est un lieu d'abri pour le théâtre, mais ça n'est pas fait pour le théâtre. Et c'est vrai que j'ai été marquée quand j'ai été vaccinée à Saint-Denis, on était dans les premiers à Saint-Denis à être vaccinés au Stade de France, ces endroits qui sont absolument pas faits pour ça, mais qui sont des endroits de citoyenneté trop grands pour l'humain. Parce qu'en plus, moi, c'était au début, donc ils n'avaient pas mis des box, donc moi, j'étais en soutien-gorge. En fait, on voyait bien que ce n'était pas fait pour ça. Et à la fois, évidemment que ça avait une mission citoyenne qu'on reconnaît, tout comme on reconnaît le fait d'aller voter dans l'école de ses enfants, ces endroits qui sont finalement à dimension démocratique. Et puis, je me suis plongée dans tous ces endroits, évidemment, tous les gymnases. On a vu les gymnases de Gare de l'Est qui ont été évidemment les premiers à être réquisitionnés pour la guerre en Ukraine. Tous les gymnases à Fukushima, dès qu'il y a eu un accident climatique ou nucléaire, ne serait-ce que le Veldiv aussi pendant la guerre. Évidemment, on s'est connu pour la rafle, mais pas que. Le Veldiv a accueilli des soldats, et même la Gestapo, à la fin, a été emprisonnée au Veldiv. Ces endroits qui fait que je me suis dit, c'est pour éviter aussi qu'on se dise, oui, mais moi, ça peut pas m'arriver. En fait, de se dire, si, en fait, la précarité, c'est pas une condition, c'est un état. Et cet état, mine de rien, on peut ne pas l'être hier et le devenir demain. Comme il a été dit tout à l'heure, évidemment, que quand on est dedans, on a plus de chances, malheureusement, et de malchance d'y rester. Mais quand même, je veux dire, c'est pas, rien ne définit un usager. Je veux dire, ça ne veut rien dire. Il y a autant d'hommes et de femmes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le film de Fred, un des premiers bénéficiaires dit « mais je travaillais là avant ». On voit bien que la frontière, elle est très mince. Donc moi, je voulais aussi un endroit aux couleurs de l'enfance, un endroit qui n'est pas fait pour ça, dans lequel c'est un centre d'urgence, dans lequel aussi bien les travailleurs que les demandeurs sont des sans-abri de cette journée, puisque ce n'est pas un lieu fait pour ça. Donc ils vont devoir quand même faire ensemble, par l'oralité, par une sorte de joute et de match verbal, où en fait on vient sur scène ou sur le terrain pour sauver sa vie, et pour réadvenir citoyen par le fait de poser des mots sur sa condition, pour bénéficier de droits sociaux. Le droit social, c'est un droit. Et donc, à partir de là, voilà, ce gymnase et ce terrain est né. Et c'est le lieu de la joute verbale. On y joue sa vie. Et on va continuer, évidemment, sur cette question historique, parce que là, on va se retrouver maintenant au Moyen-Âge. Mais une dernière question, quand même, Fred, sur cette joute oratoire et sur, je dirais, le style verbal qu'on est amené inévitablement à comparer avec une situation qui pourrait être la nôtre aujourd'hui. Il y a cette belle réplique qui a été relevée par plusieurs commentateurs. À un moment, l'homme qui a volé des barres chocolatées dit voilà, j'ai juste volé. Le flic dit non, vous n'avez pas juste volé, vous avez volé. Et il répond je n'ai pas dit que c'était juste, j'ai dit que c'était nécessaire. Là, il y a quand même un déploiement de langage qui est rendu possible par le fait qu'on est dans les années 70 à un moment d'avant justement tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire d'avant le formulaire, d'avant le flashcode, d'avant le ticket qu'on va recevoir avec un code sur son smartphone. Quand même, aujourd'hui, faire entendre cette voix, qui est une voix théâtrale et puissante, c'est aussi
à la fois montrer ce qu'on a raté. Les États-Unis d'Amérique n'existeront plus en 1988, entend-on? Si, différemment, et en même temps la distance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pire. Moi, je n'ai aucune idée de comment les choses ont changé. Je n'ai pas assisté dans un centre de sécurité sociale depuis 1973 et je crois que la seule chose qui a changé, c'est le règlement. Le comportement humain est le même. Et les situations tristes, horribles et comiques des gens qui ont besoin d'aide sont à peu près les mêmes, parce que c'est la condition humaine. Moi, ce qui m'a quand même marqué dans des années 70, c'est le rapport à l'écoute, quand même, qu'ont les travailleurs sociaux. Et c'est vrai qu'avec le numérique, l'écran, ou voire même la dématérialisation, tout simplement, fait qu'en tout cas, je sais que le relais des associations et des centres sociaux associatifs viennent aussi beaucoup pallier à ce manque humain ou de temps donné, où moi j'étais quand même surprise de la patience et du temps, et Fred le disait, hein, là c'est monté, mais les entretiens, il y en a qui durent 45 minutes, 1 heure, pour écouter ces récits de vie, pour essayer d'orienter le mieux possible derrière, même si l'humain ne rentre pas dans des cases, donc de toute façon ça c'est... Moi, je ne peux pas imaginer que je peux travailler dans un endroit comme ça. Et j'essaie d'imaginer quel effet de travailler là-bas pour 20 ans, 40 heures par semaine, pour 20 ans, ça m'a tout. Je ne peux pas écouter toutes ces tristes histoires et essayer d'aider les gens, quelquefois un peu les aider, quelquefois ne rien à faire. Ça doit détruire l'esprit des gens qui travaillent. Et souvent, il n'y a pas une grande différence dans le niveau social entre les gens qui travaillent et les gens qui viennent pour l'aide. Par exemple, dans une des premières séquences de film, le monsieur qui vient avec sa femme, il était ancien travailleur dans un bureau et il connaît toutes les régulations et il essaie de manipuler les régulations pour avoir l'argent. Mais il n'y a pas une grande différence quelquefois. Alors on reviendra très certainement sur cette question effectivement de la marge laissée à la parole, à la mise en récit. Cette question de l'empathie aussi qui est apparue dans vos réponses respectives. On saisit vraiment dans la trajectoire de ce matin ce qui relève à la fois de la persistance contemporaine et de la profondeur historique des logiques, voire des idéologies de l'exclusion, en même temps que des tentatives politiques d'y trouver une solution. Alors je voudrais maintenant inviter Julie et Fred peut-être à réagir aux interventions que vous venez d'entendre. Il me semble que quelque chose qui court depuis ce matin, c'est la manière dont les plus démunis, ceux qui sont plus que pauvres, comme le dit un des personnages de Welfare, les miséreux sont soumis à un régime de la preuve dans un système de normes inégalitaires où ils sont au fond contraints de mettre en récit, de se raconter, de se justifier pour obtenir l'aide qu'ils demandent. Et il me semble qu'il y a là une sorte de temporalité de la parole qui pose une question à la fois sociale, politique et une question théâtrale, qui est cette temporalité qui est une temporalité de l'attente de la réponse des institutions, et donc une soumission au fond à cette attente, et une temporalité de l'urgence. Comment on parle, comment on se raconte quand ce week-end on n'a rien à manger, quand si on n'obtient pas ce qu'on veut obtenir, ce sont des citations de Welfare, mes enfants vont mourir de faim. Et peut-être, je me demandais, Julie, comment vous aviez travaillé sur la construction à la fois dramaturgique de ce temps de la pièce, comment cette parole qui est toujours à la frontière de tomber dans le brouhaha ou de basculer dans la violence, qui traduit à la fois cette urgence
cette nécessité et cette attente. Peut-être aussi comment le collectif de votre groupe avait travaillé sur ce rythme de la parole urgente. Toute la complexité de l'œuvre, c'est que il y a pas, elle n'est pas binaire, hein, c'est-à-dire nous, notre travail, ça a été déjà d'observer chaque prise de parole comme étant autant de prises de langue et de langage qu'il y avait d'humains qui s'exprimaient, plus le langage administratif qui est aussi une langue en elle-même qu'on ne maîtrise pas beaucoup, à moins d'être professionnel de cette langue-là, et qui, même si elle est maîtrisée par les travailleurs sociaux, eux-mêmes ont bien conscience que de toute façon, elle a ses limites, puisque derrière, l'administration ne fait que enfermer l'humain et le rendre aussi dans une forme de dépendance à la preuve, dépendance au fait de raconter sa condition, alors que moi j'avais posé la question aux travailleurs sociaux en Seine-Saint-Denis en disant mais quel est pour vous votre objectif premier? Et ils ont dit curieusement c'est l'indépendance, c'est le fait que l'usager puisse ne pas être dépendant en fait du système, mais en fait le système inclut une dépendance. Donc en fait il dit déjà ça c'est absurde en fait. Donc ils sont dans une dichotomie qui fait que logiquement ça devrait être un endroit d'émancipation. Or en fait c'est dans un endroit où même le fait de prouver engendre le fait de mentir, même parce que la légitimité évidemment à être là, elle ne se pose jamais. Et d'ailleurs une travailleuse sociale m'avait dit nous on part du principe que quelqu'un ne ment jamais pour rien, donc il faut les croire. Mais c'est vrai. Mais quelque part, il y a quand même cette peur de dire est-ce que mon récit est suffisant? Donc est-ce qu'il ne faut pas que j'en rajoute? Là où évidemment que la question ne se pose pas, mais aussi de se dire je suis dans une telle masse, comment mon récit va sortir du lot par rapport au récit de celui d'avant et de celui qui suivra. Donc nous, pour tendre à ça, non seulement on a pris le temps d'écouter aussi les travailleurs et travailleuses de Seine-Saint-Denis qui c'est drôle, même si le système est différent, c'est pour ça que c'était très intéressant de voir comment il est constitué dans l'histoire, il sortait des phrases exactes qui étaient prononcées dans le film. Donc ça a été de se dire, tiens, c'est pas forcément dans une représentation actuelle du système du temps présent en France qu'on va forcément nous se questionner de manière collective, de façon plus précise, qu'en fait peut le permettre une œuvre ou peut le permettre de se replonger dans ces lois romaines, de voir à quel point en fait ce qui est cité sont aussi des points administratifs qui sont traités dans le welfare et qui sont traités aujourd'hui à la CAF ou à la sécurité sociale. Donc chaque acteur et actrice était aussi très interdépendant de cette fragilité de la place. Dans les répétitions, ils étaient tous au plateau, mais ils ne savaient jamais quand est-ce qu'ils allaient être appelés, quand est-ce qu'ils allaient passer. Donc, du coup, passer en tant que acteur ou actrice qui joue un usager, mais aussi passer tout court en tant qu'acteur et actrice. Donc, en fait, ils se disaient, c'est pas tant comment je vais le jouer que quelle sera ma place en fait, parmi les autres. Et du coup, de se dire, moi, mon enjeu, je le connais, mais comment je vais l'exprimer ? Est-ce que je vais l'exprimer avec une stratégie ? Est-ce que tout d'un coup, j'aurai une place et un temps qui m'a été donné ? Mais si on passe après Valérie Johnson, qui prend énormément de temps parce que tout d'un coup, l'administration l'a perdu, comment, en fait, je vais devoir activer une urgence qui est une urgence réelle, mais que je vais devoir aussi incarner par la forme. Donc ça a été un aller-retour entre les problématiques de fond et les enjeux pour chacun et chacune qui étaient des enjeux d'urgence vitale, et en même temps une stratégie humaine de se dire comment mon récit va être entendu. Donc comment je vais le dire, comment je vais presque le mettre en vie. Du coup, on a travaillé aussi la parole comme étant un muscle, beaucoup plus que comme étant une pensée préétablie. C'est comme si c'était un acte de survie qui se fait par le faire. La parole est une action
beaucoup plus qu'une révélation, qu'une confidence, qu'une confession. En fait, finalement, le rapport sentimental n'était jamais présent. Il était question d'émotion, mais dans tout ce que l'émotion peut aussi nous échapper. Je veux dire, on ne sait pas pourquoi on rit dans un enterrement. C'est pas censé. C'est tout d'un coup quelque chose qui fait que le privé et le fait de l'exprimer en public s'entrechoquent. Et que cette chose-là, on l'a souhaité le plus mouvant possible et ne pas l'inscrire sur comment le mieux jouer. Parce qu'en fait, il n'était pas question de ça. Il était question de comment le faire suivant la place en fait, qu'on aura les uns et les autres dans la partition collective qui nous était donnée. Et cette partition, évidemment, elle vous a obligé à ramener les 50 protagonistes du film de 1973 à 15 rôles qui ne sont pas des types sociaux, qui ont toujours leur épaisseur, leur vie. Mais c'est la question que je voudrais poser à Fred Weisman. Vous avez vécu depuis 50 ans, au fond, avec ces 50 personnes qui nous sont devenues familières. Et il ne faut pas croire que, évidemment, votre cinéma, qui est un cinéma... Sylvaine l'a dit, qui est un sismographe en fait du contemporain, ne fasse qu'enregistrer le réel. Il y a ces 4 semaines de tournage et puis ensuite des mois et des mois de montage. Vous aussi, vous avez d'une certaine manière passé ces histoires au filtre d'une narration et le film, on va revenir dans quelques minutes justement à cette question du film documentaire. Le film, il est très construit. Il est déjà très construit, ce film que Julie a voulu adapter tel quel, sans le déconstruire à partir de ses rushs. Oui, c'est exact. Mon travail est très différent parce que pendant le tournage, je dois réagir très vite. Parce que si je manque quelquefois les premières 60 secondes, on manque l'explication de qu'est-ce qui se passe les prochaines 30 minutes. Et comme ça, pour moi, il n'y a pas temps pour beaucoup de réflexion pendant le tournage, parce qu'on doit réagir instinctivement, c'est bon, pas bon. Moi, la raison que je tourne pour Welfare, c'était, je crois, à peu près 130 heures, c'est parce que quelquefois je fais un bon choix, quelquefois je fais un mauvais choix, mais si je fais le choix de tourner, je continue jusqu'à la fin de la rencontre. Mais le montage est tout à fait différent. Je dois faire une analyse. Et l'analyse est différente parce que moi, je peux voir la séquence 30 fois, mais moi, je dois me convaincre, même si ce n'est pas vrai, ou même que je comprends qu'est-ce qui se passe dans chaque séquence. Parce que si je ne pense que je comprends, je n'ai aucune idée comment réduire la séquence dans une forme qui marche dans un film. Et aussi, je n'ai aucune idée où je vais placer le film, la séquence dans la structure du film. Mon travail était très différent que le travail de Julie. Moi, mon travail n'a rien à faire avec l'histoire. Le centre de mon travail, c'est d'essayer de comprendre le comportement des gens que j'ai tournés. J'ai adoré ce spectacle. Mais pourquoi est-ce qu'on finit toujours par un récit de capitulation? Quelqu'un a dit qu'il faut, je crois que c'était vous, qu'il faut repenser la manière dont nous faisons société. Moi, je crois que nous devons repenser la manière dont nous changerons la société. C'est un tout autre problème. Ça ne devait pas être facile d'ailleurs, Julie, de terminer ce spectacle, parce qu'à un moment, on craint au fond que la fin, ça soit quand on s'est débarrassé de tout, les derniers pauvres, en réalité, ont quitté le plateau et on se retrouve entre nous, c'est-à-dire le public d'Avignon et puis les travailleurs sociaux qui s'allument une clope, qui se disent encore une dure journée, mais ça ne se termine pas tout à fait comme ça.
Non, c'est vrai que la question de la fin et la question de le fait de la réincarner, moi, ça m'amène à penser justement et plutôt à me dire qu'est-ce qu'on fait après. Alors évidemment, de sentir qu'une souffrance crée une autre souffrance, ça c'était aussi important pour moi qu'elle soit visible. Puis après, ça pose la question beaucoup plus philosophique que dit M. Hirsch, avec une prémonition en disant en 1988, si on continue comme ça, il n'y aura plus d'États-Unis d'Amérique. Et puis avec cette errance aussi, de dire mais on va continuer à errer. J'avais été marquée comme ça par cette fable, enfin le film de Kusturica, Underground, qui retrace comme ça toute la guerre de Yougoslavie. Et à la fin, il refait venir les morts et les vivants sur un bras de terre qui se décroche. Et je trouvais que c'était une allégorie sur la chute du communisme qui n'est pas expliquée, mais qui fait qu'à un moment donné, les êtres sont réunis sur un même bras de terre. Et à la fin, c'était une histoire de réunir ces errances. Mais en fait, qu'on soit travailleur social ou usager, finalement, c'est une errance sur une sorte de bras de mer, là, bleu, et de se dire, évidemment qu'il n'y a pas de fin. Il n'y en a pas, mais il y a une suite. Évidemment qu'il y en a une, mais sans pour autant l'expliquer et sans pour autant aller au-delà de dire on a suivi 15 parcours de vie qui évidemment déjà en contiennent beaucoup plus parce que nous on porte une 50aine de voix et ce sont des gens d'hier qui évidemment sont incarnés par des gens d'aujourd'hui et qui nous mènent à penser en fait la question même de la place en fait de ces questions sociales et politiques au cœur de nos sociétés contemporaines. Mais du coup c'était pas simple, il fallait ouvrir sans pour autant ni réparer ni fermer en fait la dramaturgie. Peut-être juste pour rebondir là-dessus, Julie, j'avais aussi une interrogation sur cette pause au sein de la journée des travailleurs sociaux que vous transformez en une sorte d'intermède où se jouent deux constats peut-être antithétiques sur l'état des lieux du social, entre la possibilité d'un partage qui constitue la première partie de cet intermède, un partage qui est à la fois un partage, disons, culturel, autour du sport, de la télévision, de la danse et de la chanson, un partage des expériences minorisées, épopéisées, et puis rupture, fracture, l'impossibilité du commun avec, pour le coup, le racisme fondamental qui travaille la société américaine et plus largement occidentale dans ce qui est raconté dans ce moment-là. Là aussi, quel était quel est le statut que vous donnez à ce cœur du spectacle par rapport à cette question de le théâtre fait-il le constat ou le théâtre invite-t-il politiquement, éthiquement à une prise de position? Vous l'avez bien résumé, c'était une pause, c'était comme un entracte. En fait, je me suis dit, je veux quand même une pause, un entracte ou une mi-temps pour réunir en fait tous ces récits qui normalement sont dits à deux dans la salle d'attente, hors entretien, et de se dire, mais tiens, moi ça va être aussi une pause où on va tenter quand même l'expérience d'une mini-démocratie en action, mais où la question d'ailleurs du partage du commun, mais qui est aussi l'utopie, ou le rêve américain, la télévision, de voir qu'est-ce qui fait l'intergénérationnel, le sport, la reconnaissance communautaire, et puis tout d'un coup de mener à cette scène terrible avec le suprémaciste, et où la question géopolitique est aussi présente parce qu'on est quand même en fin de guerre du Vietnam. Il reste encore, ça fait 20 ans, il reste encore 2 ans. Les accords de Paris ont été signés en début d'année, mais on sait qu'il y a encore évidemment la guerre n'est pas tout à fait finie. Et de se dire que finalement, la question sociale mène beaucoup plus aux politiques parce qu'ils parlent assez peu du welfare. Mais ils parlent de leur situation de femmes, d'hommes, de vieux, de jeunesse perdue et de rêve aussi d'avoir une nouvelle vie. Et puis la question raciale est tout d'un coup débattue ou presque comme un match. Parce que tout d'un coup, on est hors du temps. C'est-à-dire, il dit, le flic, j'ai rien de mieux à faire. Mais tout d'un coup, lui aussi rentre dans cette espèce de combat, de réincarnation de comment ces grandes puissances ont été fondées. Et de pouvoir finalement faire une pause du welfare, tout en se disant ce qu'on a à suivre n'est pas important, entre guillemets, c'est-à-dire que ce n'est pas le cœur de l'action, ce n'est pas pour ça qu'ils sont venus. En revanche, cette parole va tout d'un coup être donnée. Et des questions autres que la question purement du droit social va advenir. Et je ne voulais pas qu'elle advienne de manière un peu volontaire. Elle advient parce qu'ils ont rien d'autre à faire. Mais quand même, tout d'un coup, ils posent des mots, et puis pas rien.
C'est-à-dire que tout d'un coup, les mots posés et les questions même soulevées sont vraiment développées et débattues au sein de ce moment de pause. Je me permets juste de me tourner vers Fred pour... vous me disiez hier que vous trouviez le spectacle le plus politique que votre propre documentaire, et j'aurais été curieuse d'en entendre un petit peu plus sur cette impression. Oui, je crois que c'est plus politique parce que moi je suis grouchoïste et Julie n'est pas. Et moi, je suis le grand philosophe américain Samuel Goldwyn qui a dit « Si vous avez un message, envoyez un télégramme ». J'ai pas la prétention d'avoir un message non plus directement. Non, je pense que ce n'est pas un critique. Ah non, je dis pas ça. Mais évidemment que il y a une conscience, en tout cas, le fait de le réincarner aujourd'hui, qu'évidemment, malgré nous, en fait, on incarne sans vouloir le dire directement. En fait, effectivement, ça fait partie de la démarche initiale. Oui, moi, j'envoie un message dans le film, mais le message, c'est lié aux questions de complexité. Une impression un peu contradictoire qui se dégage. Bon, j'avais vu Welfare il y a assez longtemps, j'ai vu avec grand plaisir la pièce hier soir, c'est-à-dire que ça résonne très très fortement avec ce qu'on connaît et ça montre très très bien toute une série de tensions qui sont extrêmement présentes aujourd'hui. Et en même temps, je me dis que ce serait aujourd'hui à peu près impossible de faire un film comme Welfare dans la mesure où les lieux qui sont filmés ont quasiment disparu. Et ça m'évoque aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur le statut de la parole, c'est-à-dire que là aussi il y a une contradiction qui est assez forte, c'est-à-dire qu'on demande de plus en plus de justifications aux personnes qui demandent de l'aide en leur laissant de moins en moins la parole. Puisque ces lieux qui pouvaient être aussi des lieux d'écoute, encore une fois, ont très largement disparu à la faveur de la numérisation. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus rendez-vous avec un conseiller à Pôle emploi autrement que par Internet ou au mieux téléphone. Les caisses d'allocation familiale ne fonctionnent plus que par rendez-vous extrêmement ciblés. Et moi, ce que j'avais pu, y compris, observer il y a une vingtaine d'années, c'était l'une des choses qui m'avait frappé, c'est-à-dire que il faut imaginer que des gens pouvaient passer 4 heures à attendre simplement pour être reçus par quelqu'un et exprimer leurs souffrances, leurs problèmes, sans que ce soit totalement justifié d'un point de vue administratif de traitement de leur dossier. C'était des visites inutiles du point de vue de l'administration, mais qui avaient une utilité sociale extrêmement forte. Et ça, c'est quelque chose qui a... Il ne s'agit pas de dire que ça a disparu, mais en tout cas, ça s'est très, très nettement raréfié. En tout cas, tout ce qui est maison de quartier, qui a une mission de droit, de conseil sur le droit social, est vraiment un palliatif à ça. Il nous disait, en fait, nous, normalement, dans les centres sociaux associatifs de quartier, on devrait faire des choses collectives. En fait, nous, on fait un peu de droit social et d'administration, mais ce n'est pas notre travail premier. On est missionné pour autre chose. Et il dit là, concrètement, il dit on pourrait faire ça toute la journée, 7 jours sur 7. Tellement le besoin est grand à cet endroit-là, parce qu'il n'est pas assez incarné vraiment par l'humain et par des rendez-vous au direct. Le monde social ayant horreur du vide, il y a aussi un processus qui est bien documenté par certains travaux, qui est le débordement du social, c'est-à-dire le fait que toute une série de lieux, d'agences, d'institutions, de professionnels dont la vocation première n'est pas du tout l'accompagnement social, en viennent à jouer cette fonction, y compris les médiathèques, par exemple, qui non seulement servent d'abri pour ceux qui n'en ont pas l'hiver, mais qui, en laissant accès libre à des ordinateurs, permettent justement l'accès à des démarches avec des bibliothécaires qui jouent le rôle d'accompagnateur social pour aider les personnes dans leur démarche. Donc c'est une nouvelle économie d'une certaine manière, mais qui ne se fait pas, c'est une litote, au profit de l'écoute et de l'expression de celles et ceux qui ont peu d'occasion de le faire. Moi, je ne comprends pas ça parce que, à mon avis, en Amérique, la situation est la même. Les règlements sont changés, mais les gens viennent au centre et ils parlent avec les ouvriers qui demandent le document, l'histoire, tout ça. Je crois, je n'ai pas une grande connaissance de ça, mais mon impression que ce n'est pas beaucoup changé. Les règlements sont changés, mais les situations, les gens entrent, parlent,
reçoit l'argent, ne reçoit pas l'argent, etc. Je ne connais rien de ce qui se passe en Europe. Mais...